Tout d'abord, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci aux divers membres du jury d'avoir accepté de relire, réviser ma thèse, d'y porter un regard critique et avisé donc sur mon travail vers un modèle unitaire de la scientificité que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors, je pense que le plus simple pour commencer, c'est d'abord de resituer mon travail dans le champ plus large de la philosophie des sciences et de l'épistémologie, et donc de commencer à vous expliquer, puisque ces termes peuvent avoir des sens, des acceptions assez diverses, d'abord de vous donner un petit peu la façon avec laquelle moi j'envisage l'épistémologie, et pour moi, qu'est-ce que cela signifie. Alors, l'épistémologie a un rapport dans tous les cas, quelle que soit l'acceptation dont on parle, avec la notion de connaissance. Et plus particulièrement dans mon travail, moi je me suis concentré sur l'épistémologie, particulièrement des sciences, c'est-à-dire des réflexions qui tournent autour de, comme je le dirai après, la nature et la justification des connaissances d'un certain type, les connaissances scientifiques. Et donc les connaissances scientifiques, qu'est-ce que c'est ? C'est bien le sujet qui nous intéresse ici. Quand on parle de science, on parle d'un ensemble de disciplines qui ont pour objectif de s'intéresser à tout un ensemble de phénomènes. Ça peut être des phénomènes physiques ou des phénomènes sociaux, des phénomènes relevant du vivant, relevant de la psychologie, etc. Il y a énormément de phénomènes divers. Là, je vous en ai donné quelques-uns. Quand on pense à des phénomènes physiques sur lesquels la science, donc les sciences physiques en particulier, peuvent s'intéresser, on pourrait parler par exemple de la formation des étoiles, des phénomènes de collision de particules, ou encore un certain phénomène de mécanique des fluides comme la turbulence ou autre. Ça, ce sont des phénomènes physiques. Quand on parle de phénomènes sociaux, en fait, on parle également d'un grand ensemble de phénomènes qui sont assez hétérogènes les uns avec les autres. On peut parler par exemple du phénomène de ségrégation urbaine, que cette ségrégation soit raciale ou économique par exemple. On peut parler du phénomène de la reproduction sociale et du système scolaire et de la réussite scolaire, et en particulier de l'influence des origines, par exemple, sociales sur la réussite scolaire, ou encore on peut s'intéresser à des mouvements sociaux. Donc vous voyez que les phénomènes, et là bien sûr c'est un tout petit échantillon, mais les phénomènes auxquels ces sciences s'intéressent sont extrêmement hétérogènes les uns avec les autres. Et l'épistémologie et la philosophie des sciences dans tout ça, son but ce n'est pas de s'intéresser à ces phénomènes en eux-mêmes, c'est de s'intéresser à la façon avec laquelle on s'intéresse à ces phénomènes. Donc c'est un petit peu un niveau un peu plus méta, où on ne se pose pas la question de quel est le meilleur modèle pour décrire la formation des étoiles, ou quel est le meilleur modèle pour décrire la reproduction sociale, des choses comme ça. On se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être un meilleur modèle. C'est pour ça que l'épistémologie, encore une fois, ça peut avoir beaucoup de sens selon les auteurs et selon ce qu'on cherche à en faire. Pour moi, l'épistémologie, en tout cas la façon avec laquelle je l'aborde dans mon travail ici, ça va être tout un ensemble de réflexions théoriques sur la nature et le mode de justification des connaissances scientifiques. Donc on pourrait par exemple parler de bâtir un certain cadre épistémologique, par exemple un ensemble de règles, de critères, de méthodes, qui, on va dire, règlent non pas nécessairement la pratique scientifique au quotidien, mais en tout cas qui va nous aider à juger d'une théorie ou d'un modèle, ou d'autres choses d'ailleurs, l'un par rapport à l'autre. Essayer de donner des critères, des critères, par exemple des règles. Plus généralement, on pourrait aussi parler, plus généralement, on pourrait également parler de la notion de scientificité. Donc typiquement, on pourrait parler, pour parler d'épistémologie, on peut parler par exemple de critères, de règles, etc. Mais on peut aussi se demander qu'est-ce qui fonde la scientificité de quelque chose, et en particulier, bien sûr, d'une connaissance. Une question évidemment centrale, une des questions centrales dans ma thèse, sur laquelle en fait je vais me focaliser ici dans ma présentation, vu le temps qui m'est imparti, je vais préférentiellement me focaliser sur ce débat-là en particulier. C'est la question de savoir si toutes les disciplines, indépendamment de l'objet d'étude, de la nature de l'objet d'étude, relèvent du même cadre épistémologique. Est-ce que, lorsqu'on parle de connaissances en sciences sociales, est-ce qu'on peut parler de la même chose que lorsqu'on parle de connaissances en sciences physiques? C'est-à-dire, est-ce que ces connaissances-là, ces productions, peuvent se juger à l'aune des mêmes critères, par exemple, des mêmes types de critères? Évidemment, indépendamment de leur grande variabilité.
Et donc c'est cette question-là qui m'intéresse particulièrement. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il faut appliquer des modèles qui appartiennent à une discipline directement à d'autres disciplines. C'est absolument pas de ça dont on parle. Hein. C'est plutôt, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes critères et les mêmes règles qui nous font accepter un modèle plutôt qu'un autre? Que l'on peut reformuler comme vis-à-vis de la définition de la scientificité. Est-ce qu'on peut produire une définition de la scientificité, du caractère scientifique d'une connaissance, indépendamment de l'objet ou du phénomène étudié par la science en question? Dans ma thèse, beaucoup de problèmes et beaucoup de débats m'ont intéressé. Encore une fois, je vais me concentrer précisément sur ce débat-là. Il y a peut-être des choses qui vont être un peu rapidement dites, etc. Donc n'hésitez pas, bien sûr, dans un second temps, à me faire revenir sur certains points si vous les trouvez, voilà, un petit peu limités ou autre chose. Je pourrais aussi, bien sûr, développer certains points. Alors, pour poser le problème plus précisément, il faut d'abord savoir que mon travail de thèse s'inscrit dans des débats qui ne sont pas du tout récents, des débats qui sont relativement vieux. On peut parler par exemple du débat de la démarcation, donc sur le problème de la démarcation, la définition de la différence entre quelque chose qui serait scientifique, non scientifique, voire pseudo-scientifique, qui remonte à un bon siècle maintenant. Évidemment accompagné avec la question de la définition, d'une définition intrinsèque de la scientificité, en lien avec l'unité épistémologique des sciences qui existe d'encore plus longtemps, depuis au moins l'émergence des sciences sociales au XVIIIe et XIXe siècle. On s'est posé ce type de question, de savoir si on pouvait comprendre les connaissances produites par les sciences sociales de la même façon que les connaissances produites par d'autres sciences, et en particulier la physique. Et bien qu'ils soient vieux, anciens, dirons-nous, ils sont tout à fait contemporains en même temps, puisque c'est des débats qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui dans ces champs-là. On peut trouver tout un ensemble de philosophes des sciences, épistémologues, sociologues aussi, bien sûr, qui justement débattent de ces questions-là encore aujourd'hui. Donc même si ce sont des débats qui sont relativement vieux, anciens, dirons-nous, et que beaucoup de choses ont été produites sur la question, eh bien il y a encore le débat est loin d'être scellé, et quand on plonge dans la littérature en philosophie des sciences, en épistémologie, et en particulier en sciences sociales, et en particulier encore plus en sociologie, on fait le constat d'une grande diversité de réponses. Énormément de gens ont donné, énormément d'auteurs ont donné énormément de réponses relativement différentes, et une absence de consensus. S'il y a bien un consensus, c'est peut-être qu'il n'y a pas justement de consensus sur ces questions-là, et en particulier, comme je me suis concentré dans ma thèse, sur une comparaison entre les sciences sociales et les sciences physiques. Donc ma thèse, elle est vraiment sur déjà, et encore sur les sciences sociales, j'ai vraiment focalisé sur la sociologie. Donc évidemment, le débat est limité à ces disciplines-là, parce qu'il est déjà, en fait, rien que dans ces disciplines-là, il est déjà assez énorme. Donc on fait le constat tout d'abord d'une sorte de pluralité de réponses possibles, et de débats qui sont vraiment proprement épistémologiques. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas en train uniquement de débattre de, par exemple, quel est le meilleur modèle pour expliquer la ségrégation urbaine, ou quelle est la meilleure théorie, etc., mais qui sont vraiment en train de discuter de qu'est-ce que cela veut dire d'être une bonne théorie. C'est vraiment une discussion proprement épistémologique, comme j'ai défini, qui porte sur la nature même de la connaissance scientifique. C'est vraiment ce niveau-là, moi, qui m'a proprement intéressé. Et il existe, dans le champ en tout cas des sciences sociales, tout un ensemble de productions, d'épistémologie que l'on pourrait appeler dualistes ou régionalistes, c'est-à-dire des positionnements épistémologiques qui soutiennent le contraire de ce que je voudrais soutenir ici, qui soutiennent que ce n'est pas possible, ou alors ce n'est pas pertinent, ou c'est plus difficile, eh bien d'appliquer un cadre épistémologique, par exemple, qui va s'appliquer aux sciences physiques, d'appliquer le même cadre épistémologique aux sciences sociales. Donc ce sont des épistémologies, il y a énormément eu d'auteurs, et encore une fois, depuis le 19e siècle, mais encore une fois, même dans ces 20-30 dernières années, il y a encore eu aussi des productions, il y a encore eu du débat, il est toujours vivant, sur voilà, la difficulté, l'impossibilité, voire même l'absence de pertinence de comprendre, de rendre intelligibles les connaissances produites en sciences sociales dans le même cadre épistémologique que les autres sciences, et en particulier la physique. Donc on va essayer de passer un petit peu sur ces différentes épistémologies, notamment leurs arguments principaux. Et la thèse que je défends, elle est tout à fait contraire.
c'est au contraire la possibilité et la fécondité d'un modèle unitaire de la scientificité, en ce qui concerne en tout cas, bien sûr, la production des connaissances fondamentales. Quand on fait de la science, on peut le faire dans plein de buts différents. Là, je me concentre sur l'objectif qui est produire des connaissances fondamentales sur le monde. Et la question, c'est est-ce que les critères qui vont juger de la pertinence, de la valeur de cette connaissance, ce sont les mêmes, indépendamment de si on étudie le monde social, ou physique, ou psychologique, etc. Indépendamment, bien sûr, des différentes spécificités évidentes. Hein. C'est en arrière-plan, est-ce que ce qu'on appelle scientifique, on peut en faire un modèle qui soit en fait le même, indépendamment des disciplines. Pour défendre cette thèse, j'ai mobilisé deux types d'arguments, des arguments théoriques et des arguments par l'exemple. Les arguments théoriques, ça va tout simplement être, aller voir les épistémologies dualistes ou régionalistes, donc des tenants, on va dire, des épistémologies, on va dire, alternatives, et d'aller voir leurs arguments, d'aller voir les arguments. Pourquoi est-ce que, par principe, théoriquement, par essence même du monde social, il ne serait pas possible, selon eux, de produire de la connaissance qui pourrait être rendue intelligible au sein du même cadre épistémologique que les autres, d'aller voir leurs arguments, de leur opposer des contre-arguments, qui ne sont pas nécessairement directement d'ailleurs de moi, hein, qui existent encore une fois dans le débat actuel, et notamment dans ces 20-30 dernières années, et d'aller donc leur opposer des contre-arguments qui, au contraire, défendent que pas du tout, il n'y a pas de raison, en tout cas de principe, d'imaginer qu'on ait besoin en sciences sociales d'une épistémologie alternative. Allez voir un petit peu ce débat-là au niveau théorique, et ensuite nourrir ce débat théorique de contre-exemples, d'arguments que j'ai appelés ici par l'exemple, c'est-à-dire aller voir des productions en sciences sociales qui, de toute évidence, produisent de la connaissance sur le monde social, sont tout à fait féconds et tout à fait contemporains, et ne semblent pas, en fait, relever d'une épistémologie alternative. Ça ne veut pas forcément dire que ce qu'ils font est de la grande science, peut-être que c'est de l'absolu-science, etc., mais en tout cas, c'est intéressant d'aller mobiliser ces arguments, ces exemples concrets, ces contre-exemples manifestes à la thèse dualiste, pour essayer d'enrichir le débat théorique. Et c'est vraiment avec ces deux types d'arguments que je me suis lancé dans cette question. Je vais juste boire une petite gorgée. Alors, pour présenter les arguments, moi j'ai appelé aussi pluralistes, dans le sens où ce sont des positions qui en quelque sorte vont accepter une sorte de pluralité conceptuelle concernant la science. C'est pour ça que je les ai appelés pluralistes. Mais on peut parfois les appeler dualistes ou régionalistes, comme je l'ai dit à la diapo précédente. Dualiste, ça veut tout simplement dire qu'il y a une sorte de division intrinsèque entre d'un côté les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines, une division épistémologique. Et après, on peut avoir des positions régionalistes où c'est encore un peu plus poussé et où chaque discipline doit se munir de ses propres règles épistémologiques, de ses propres règles du jeu, en quelque sorte. Et donc, c'est ce que moi j'ai appelé d'une forme un petit peu comme ça, grossière, peut-être argument pluraliste, grossière dans le sens où, évidemment, ces positions elles-mêmes sont extrêmement, éventuellement hétérogènes les unes avec les autres, donc il faut faire attention quand on les regroupe dans le même cadre. Et pour les présenter, je vais d'abord présenter le cadre épistémologique, on va dire un peu général, qui pourrait par exemple être très facilement celui de la physique. Et dans un second temps, avec ce cadre-là, épistémologie générale, je vais pouvoir définir les positions pluralistes en précisant la façon avec laquelle elles s'opposent, on va dire, à ce cadre épistémologique un petit peu général. Alors, lorsqu'on essaie de produire de la connaissance scientifique, qu'est-ce que l'on valorise en termes de production de connaissances? On va plutôt mettre l'accent, par exemple, à détecter des régularités au-delà des variations. Quelque chose qui va accompagner ce positionnement, c'est que on va avoir tendance à plutôt vouloir mettre en évidence le plus possible, bien sûr, autant que faire se peut, et autant que cela est pertinent, des phénomènes généraux au-delà des cas particuliers. On va tenter le plus possible de définir clairement ce que moi j'ai appelé le cadre empirique, c'est-à-dire les lunettes empiriques avec lesquelles on regarde le monde. Les variables et les concepts de base. Ne pas travailler avec des concepts flous et essayer le plus possible d'avoir des concepts bien précis, ou en tout cas des variables
opérationnaliser. Essayer de transformer les hypothèses que l'on fait sur le monde en modèles empiriques, c'est-à-dire testables, et éventuellement réfutables. C'est-à-dire testables de manière critique, testables et qui pourraient très bien être faux. Et lorsque on se retrouve bien sûr avec des modèles qui a priori sont un peu réfutés, eh bien on sait qu'il faut changer quelque chose dans la structure de nos théories, et c'est comme ça que petit à petit on avance. Bien sûr, la théorie, encore une fois, ne nous dit pas directement ce qu'il faut changer. Il y a des grandes difficultés là-dessus. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est quand même d'avoir à un moment donné un test critique des hypothèses que l'on veut mettre, que l'on émet. Et enfin, expliquer les phénomènes. Le but quand même à un moment donné, c'est aussi pas uniquement de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes généraux, de régularités, mais c'est aussi de produire des explications au sein de modèles théoriques qui finissent par se structurer les uns par rapport aux autres et former une structure qui finit par émerger et qu'on peut appeler par exemple une théorie scientifique. C'est une façon de voir les théories scientifiques. Alors il faut savoir une chose, c'est que rien que sur ça, il y a déjà énormément de choses à dire. En épistémologie, il y a eu énormément de choses à dire sur chacune de ces lignes-là. Et d'ailleurs, j'en parle bien sûr plus profondément dans ma thèse. J'ai un chapitre qui est consacré à la notion de scientificité, au problème de la démarcation, et à tout ce qu'on a pu dire sur ça, et à toutes les limites qu'on peut rencontrer là-dedans. Ici, j'ai préféré donner ce cadre-là, peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, à partir de là, au moins, de ce cadre simple, on pourra éventuellement discuter dans un second temps, mais j'ai préféré, pour le fait de la démonstration, en tout cas de ma présentation, partir d'un cadre à peu près consensuel, même si, encore une fois, il y a des thèses entières et des ouvrages entiers sur peut-être chacun de ces points. Lorsque on souhaite se demander si, par exemple, les productions en sciences sociales, les productions cognitives, les productions de connaissances en sciences sociales peuvent se comprendre et être produites à la fin dans le même cadre épistémologique, dans ce cadre épistémologique précis, j'ai détecté dans la littérature à laquelle j'ai pu m'exposer pendant mon travail 3 niveaux de critique. Il y a des critiques qui prétendent un premier niveau qui prétendent que c'est plus difficile, c'est pas impossible, mais c'est intrinsèquement plus difficile d'appliquer ce cadre-là par nature, par la nature même des phénomènes sociaux, il est plus difficile intrinsèquement d'appliquer ce cadre-là. Il y a d'autres positions qui vont soutenir que c'est carrément impossible. Le monde social serait beaucoup trop chaotique, à l'inverse du monde physique, par exemple. Le monde physique est beaucoup plus régulier et le monde social beaucoup plus chaotique. Et donc, c'est juste pas possible de détecter des régularités. Et après, il y a un troisième niveau de critique qui, en lui-même, en fait, est un peu plus difficile à opposer de l'extérieur, comme on va le voir. C'est pas que c'est impossible, c'est que c'est juste pas pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse c'est pas forcément ma position, mais en tout cas, l'argument derrière, c'est que ce qui nous intéresse lorsque on étudie le monde social, c'est justement pas les régularités, c'est justement ce qui va faire la variation, ce qui va être particulier, etc. Et donc par principe, on ne va pas essayer de détecter des régularités, parce que quasiment par définition, dès l'instant où on en détecte, c'est déjà plus des sciences sociales. On sort déjà de l'objet dès l'instant où on détecte des régularités. Comme on va le voir, il y a bien sûr une sorte d'argument circulaire derrière ça, ce qui fait que c'est assez difficile de l'opposer de l'extérieur, et c'est une position qui peut être prise, mais comme on va le voir, ce n'est pas précisément celle que moi je prends, bien sûr. Donc voilà, c'est ces trois niveaux de critique qu'on peut trouver dans la littérature. Encore une fois, l'image que je donne ici, ce n'est pas l'image d'une personne ou d'un tenant d'une épistémologie pluraliste, c'est nécessairement une sorte de schéma peut-être un peu simple, les positions qui ne va pas forcément rendre grâce à la richesse du débat qu'il y a derrière, mais voilà, c'est pour en tout cas la commodité de ma présentation ici. Ces trois niveaux de critique, ils vont ensuite se distribuer sur au moins, en tout cas c'est ce que j'ai détecté moi dans la littérature, au moins 4 familles d'arguments différents. 4 familles d'arguments qui vont venir soutenir l'idée que ce n'est pas possible d'appliquer ce cadre épistémologique général aux sciences sociales, et en particulier à la sociologie. La première famille d'arguments, c'est la famille que j'ai appelée l'argument d'historicité, de dire les phénomènes historiques, les phénomènes sociaux sont historiques, singuliers, particuliers, et les concepts sociologiques, par exemple, sont toujours indexés, leur pertinence est toujours indexée à une époque particulière,
Et donc on ne peut pas avoir de cadres généraux comme par exemple la théorie de la relativité en physique qui pourrait s'appliquer aux premiers instants de l'univers comme à l'univers actuel. Les concepts intéressants sont nécessairement indexés quasiment par définition en fait à une époque particulière. À cela se rajoute le fait que le monde physique nous semble en tout cas semble être plus régulier, en particulier le monde en lui-même, comme la façon avec laquelle il nous apparaît, nous semble plus régulière que le monde social et historique, et donc a priori plus simple et plus pertinent aussi d'y détecter des régularités. On trouve cette position en particulier chez Jean-Claude Passeron. Jean-Claude Passeron qui dans les années 90 et ensuite dans les années 2000 aussi, a fait paraître un ouvrage très important en épistémologie de la sociologie, le raisonnement sociologique, et il défend précisément cette position-là. Et en particulier, c'est de cette façon-là qu'il définit le monde historique. Ce qu'il appelle le monde historique, c'est l'objet des sciences sociales et des sciences historiques. Et il définit le monde historique comme étant l'ensemble des occurrences observables lorsqu'elles ne peuvent être désassorties de leurs coordonnées spatio-temporelles, sauf à perdre le sens que l'on vise en assertant sur elles. Alors, ça veut entre guillemets simplement dire, c'est pas forcément très simple vu comme ça, mais en fait, ce que cela veut dire, c'est que par définition, c'est ce que je disais avant, c'est que par définition, dès l'instant où vous allez détecter des choses qui peuvent être des assorties de leurs coordonnées spatio-temporelles, c'est-à-dire en gros de leur époque particulière et de leur culture particulière, et bien vous n'êtes déjà plus par définition, par sa définition, en train de faire des sciences sociales, puisque par définition, les sciences sociales sont des choses qui s'intéressent aux particuliers, qui s'intéressent à ce qui est proprement culturel et singulier à une époque. Et dès l'instant où vous arrivez à détecter des régularités, ce n'est pas que c'est impossible, c'est simplement que ça perd son contenu proprement sociologique. Une deuxième famille d'arguments, c'est l'argument de la signification, qui propose que l'idée que les individus, les humains, vont donner, au contraire d'une étoile en train de se former ou d'un électron, donnent une signification, un sens aux phénomènes qu'ils sont en train de vivre. Et ce sens, non seulement il existe, mais surtout il est pertinent et il peut être étudié en lui-même. Et ça, c'est une spécificité propre aux sciences humaines et sociales, qui vient proprement du fait que le sociologue ou la sociologue est d'une nature homogène à l'objet de sa recherche. Et donc il peut, de ce fait-là, et non seulement il peut, mais c'est extrêmement pertinent ici d'étudier le sens et donc de reconstruire éventuellement le but de, ici la sociologie par exemple, ça pourrait être de reconstruire le sens que les individus donnent aux phénomènes qu'ils sont en train de vivre. Et donc si le but c'est ça, eh bien il n'y a pas de sens à imaginer pouvoir reconstruire ce sens à l'intérieur d'un cadre qui soit indépendant, lui, de l'époque en particulier. En tout cas, c'est la position qui est tenue ici. Bien sûr, l'argument d'intentionnalité, donc non seulement les individus donnent une signification au phénomène qu'ils vivent, mais ils ont une intentionnalité, c'est-à-dire qu'ils font leurs actions en vue d'une fin à atteindre, qu'ils se représentent, par exemple. Donc ils ont des motivations, des projections. Et donc, là où les sciences naturelles ont mis des siècles à se débarrasser des causes finales dans leurs explications, eh bien, il n'y a aucune raison a priori de s'en débarrasser dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, puisque c'est des choses qui sont parfaitement, a priori, on pourrait s'imaginer que les buts que l'on souhaite atteindre sont des causes, sont des explications, en tout cas assez raisonnables d'un certain nombre de nos comportements. D'autant plus que ces intentions-là sont la plupart du temps imprédictibles, très difficiles à prévoir, etc., ce qui va, à la fin, rendre encore plus chaotique, on va dire, les phénomènes, ou en tout cas encore moins réguliers les phénomènes au niveau macroscopique. Et enfin, une dernière famille d'arguments. Alors encore une fois, dans mon manuscrit, j'essaye de développer, de rattacher chacun de ces arguments à différents auteurs, etc. Là, je vous en mets une sorte de modèle, un peu un idéal type, justement, d'une position pluraliste. Le dernier type d'argument, ça va être la performativité, l'idée que les chercheurs et les chercheuses, lorsqu'ils étudient le monde social, eh bien, ont un effet sur le monde social qu'ils sont en train d'étudier, au contraire de la physique ou de la biologie. Lorsque on étudie la formation d'étoiles, a priori, eh bien, on a des données qui, le fait même de récolter ces données n'influence pas ce qui est en train de se passer dans l'étoile.
Et il y a aussi une forme de performativité des connaissances elles-mêmes sur les actions. C'est-à-dire le fait de savoir que le monde social fonctionne d'une certaine façon va éventuellement pouvoir modifier notre comportement, et on va comme ça pouvoir donner tort à la connaissance qui a été produite. Mais si on lui donne tort, c'est justement parce qu'elle a été produite aussi. Donc c'est une sorte de non-linéarité comme ça entre, on va dire, la connaissance et les sujets de connaissance, qui n'existe évidemment a priori pas dans d'autres sciences. Donc ça, c'est, on va dire, une sorte de résumé, de synthèse, qui bien sûr gagnerait à être ramifié, ce que j'ai essayé de faire un peu plus précisément dans mon manuscrit. Mais on va, je pense, comme ça, on peut comme ça capturer l'essentiel, vraiment, l'immense majorité des arguments qui soutiennent qu'il n'est pas possible ou pas pertinent d'appliquer le même cadre épistémologique, en tout cas ce cadre-là, général, aux sciences sociales. Alors on peut, face à cette position-là, à ces différents arguments, on peut opposer un certain nombre de contre-arguments. D'abord, donc, on reste toujours dans le cadre un peu théorique, et dans un second temps, on abordera des cas un peu plus concrets, de contre-exemples manifestes en fait à ces arguments théoriques. Alors, je rappelle du coup les 3 niveaux de critique vis-à-vis de l'application de ce cadre aux sciences sociales. On avait vu que les 2 premiers niveaux de critique, c'était que c'était soit plus difficile, soit que c'était impossible de détecter des régularités, d'essayer de les expliquer, de les identifier, de les expliquer dans des modèles théoriques, etc. À ça, on peut tout simplement opposer le fait que, a priori, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de productions en sciences sociales. C'est-à-dire que cette position-là n'est pas spécialement unanime. Elle peut être majoritaire. Et encore, ça, il faudrait vraiment avoir des travaux justement sociologiques pour se rendre compte de ça. En tout cas, a priori, il y a aussi beaucoup de travaux qui sont tout à fait contemporains. C'est pas juste des sociologues qui ont essayé ça à un moment donné et qui se sont ravisés. C'est des travaux qui sont a priori tout à fait contemporains. Et qui, a priori, appliquent peu ou prou le même cadre épistémologique que dans les autres sciences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il ne se pose pas des questions épistémologiques profondes, comme on va le dire, comme on va le voir, mais a priori, ces questions épistémologiques-là ne sont pas spécifiques, ou pas spécialement, pas vraiment spécifiques à leur objet de recherche. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la troisième niveau de critique de dire, en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse, on peut peut-être le faire, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça, c'est quelque chose, c'est une position un peu de principe, c'est une sorte de pétition de principe, même une sorte de raisonnement circulaire qui est assez difficile à opposer de l'extérieur. Et donc, du coup, on peut tout simplement dire, ok, s'il y a des gens qui ça n'intéresse pas de faire ça, ils le font pas et puis ils font autre chose, et c'est très bien, c'est pas forcément très grave. Moi, la question que je pose, c'est de savoir est-ce que c'est possible et est-ce que c'est pertinent de le faire. Si des gens disent, moi je trouve pas ça pertinent, par définition même, on ne peut pas vraiment opposer, si vous voulez, on ne peut pas vraiment directement l'opposer de l'extérieur. Donc moi, la position ici que je donne, c'est vraiment de dire, ma question, vraiment celle qui m'obsédait même au début de mes travaux et de mes réflexions, c'était vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment impossible par définition? Ou est-ce que c'est possible de produire de la science sociale qui, a priori, relève du même cadre épistémologique que les autres sciences, par exemple que les sciences physiques? La contre-argumentation, elle prend comme le point d'orgue, si vous voulez, le point central de la contre-argumentation, c'est vraiment la question des régularités empiriques. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si on a l'impression que le monde physique, si le monde physique nous apparaît comme étant plus régulier que le monde, par exemple, social, ou même que le monde biologique avant la théorie de l'évolution darwinienne, c'est en grande partie non pas uniquement parce qu'il est intrinsèquement plus régulier, mais c'est aussi, ça dépend également aussi des concepts et des variables qu'on lui appose, c'est-à-dire du cadre empirique qu'on lui appose. C'est-à-dire que lorsqu'on détecte des régularités dans le monde, par exemple en physique, ce n'est pas uniquement qu'on détecte des régularités qui existent en elles-mêmes, mais c'est aussi parce qu'on s'est à un moment donné muni de lunettes qui nous a permis de détecter ces régularités. Donc il y a une sorte d'interaction comme ça, entre les régularités produites, entre le monde lui-même et la façon avec laquelle on regarde le monde. C'est ce qu'on appelle typiquement la charge théorique des observations. Les observations sont toujours chargées théoriquement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une observation pure du monde. En fait, lorsqu'on teste une hypothèse contre une observation, les observations elles-mêmes, pour exister, ont toujours besoin d'autres hypothèses. Donc on a affaire en fait à un système beaucoup plus compliqué que juste on teste une hypothèse contre une autre. Et on peut très bien changer les hypothèses à la base de nos observations. Et d'ailleurs, je donne d'ailleurs quelques exemples dans ma thèse.
en sciences sociales, où en changeant les variables, tout à coup on voit apparaître des régularités qu'on ne voyait pas forcément apparaître avant. Et quand on regarde l'histoire de la physique, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Peut-être que pour des choses, par exemple la trajectoire des planètes ou des choses comme ça, vu que c'est des variables entre guillemets qu'on peut même définir à l'œil nu, on s'en est pas forcément rendu compte. Mais dès l'instant où il a fallu définir la distance déjà à des échelles cosmologiques ou au contraire à des échelles microscopiques, lorsqu'il a fallu commencer à définir la température, des choses comme ça, en fait on s'est rendu compte que le cadre empirique que l'on appose sur le monde, il est tout sauf donné. Il est à construire aussi. Il coévolue en fait dans le processus de scientificité. Et donc c'est ça, le point vraiment central de la contre-argumentation, c'est celui-ci, c'est de dire, en fait, les régularités que l'on observe, on ne peut pas dire à l'avance que le monde social, par exemple, est en lui-même et intrinsèquement plus irrégulier que le monde physique. En fait, on n'en sait rien à la base. Peut-être qu'il a certaines spécificités évidemment, mais est-ce que aussi il est possible de lui appliquer certaines variables qui font que on l'observe à un moment donné plus régulier. Et il y a de bonnes raisons de penser que c'est le cas. C'est ce qu'exprime par exemple Charles-Henri Cuin dans son ouvrage du début des années 2000, qui vraiment fait partie de ces ouvrages qui ont essayé de répondre à Passeron sur différents points. Il dit la chose suivante: si deux fleurs de la même tige de pissenlit paraissent se ressembler davantage que deux religions occidentales, c'est par pur effet d'une construction de l'esprit, rendue plus facile dans le premier cas que dans le second, par une similitude des sensations physiques éprouvées par l'observateur. Or, si nous nous représentons aujourd'hui la nature comme un espace de régularité et d'identité, c'est évidemment à la suite d'une longue série d'expériences pratiques et cognitives dont la plupart nous ont d'ailleurs été enseignées. Ce que cela veut dire, c'est que les similitudes qu'on va voir apparaître dans la nature, eh bien, c'est des points de départ éventuellement, ou au contraire, l'hétérogénéité qu'on va voir apparaître dans la nature, c'est des points de départ. Mais en fait, la science nous montre souvent que ce qu'on pensait appartenir à des concepts différents ou à des phénomènes différents, en fait, relevait du même phénomène. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison de principe que ce soit pas la même chose en sciences sociales. Alain Testard aussi, au début des années 90, dit la même chose. Ce n'est pas l'identité des choses qui fonde la théorie, c'est la théorie, une fois constituée dans la systématicité de ses concepts, qui justifie le jugement d'identité. Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas juste parce que les choses sont similaires qu'on les théorise de la même façon, c'est aussi à un moment donné le fait qu'on va appliquer, qu'on va un peu forcer la réalité à rentrer dans nos cases, qui va s'avérer fécond, peut-être à plus long terme. Il y a souvent, j'ai évidemment pas le temps d'aller plus en détail ici, mais il y a très souvent dans les argumentations pluralistes une accentuation assez artificielle à certains endroits des différences entre sciences sociales et sciences naturelles, à la fois dans leur capacité ou incapacité, comme je l'ai dit ici, à détecter des régularités, mais aussi dans leur capacité à être en rapport avec le monde. Très souvent, on va dire que la science physique a un accès direct aux régularités physiques, mais pas un accès direct aux objets mêmes, alors que ça peut être l'inverse en sciences sociales, on a un accès direct aux personnes et à ce qu'ils pensent et à leur motivation, et au contraire, on n'a pas du tout d'accès direct aux régularités. Et en fait, on peut revenir sur cette question-là, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais très souvent, dans ces argumentations-là, il y a une sorte d'accentuation un peu artificielle des différences, et on peut se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, ces accentuations-là, ces différences-là peuvent être assez facilement neutralisées. Et encore une fois, voilà, le cadre empirique que l'on appose sur le monde pour l'observer est une composante essentielle et variable du processus de scientificité. Par exemple, si on le voit, comme je l'ai fait dans cette thèse, je ne peux pas rentrer dans les détails plus que ça, comme un processus d'optimisation. Alors, pour venir enrichir cette discussion théorique, il m'a semblé tout à fait pertinent de mobiliser des arguments que j'ai appelés par l'exemple, c'est-à-dire eh bien, des productions tout à fait contemporaines, des productions en sciences sociales qui, a priori, eh bien, produisent de la connaissance sur le monde social, sont discutées, sont contemporaines, encore une fois, sont tout à fait vivantes, institutionnalisées, et a priori, bien sûr, la chose la plus importante, ne semblent pas devoir relever d'une épistémologie alternative. Comme on va le voir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes épistémologiques qui se posent dans ces approches-là, mais ces problèmes-là, comme on va le voir, ne sont pas spécifiques aux sciences sociales.
On peut citer tout un ensemble d'approches qui n'est pas forcément exhaustif. On peut par exemple citer la théorie du choix rationnel sociologique. La théorie du choix rationnel, c'est une théorie qui provient a priori de l'économie, mais qui depuis au moins les années 60 s'applique à des phénomènes sociaux, peut être adaptée et appliquée à des phénomènes sociaux. Il y a aussi la sociologie analytique, que j'ai beaucoup étudié dans ma thèse. Il y a la sociologie, tout ce qu'on va retenir, mettre sous le vocable de sociologie quantitative. La sociophysique aussi, donc ça provient plutôt de physiciens, de physique statistique qui vont appliquer des modèles de physique statistique avec plus ou moins de succès d'ailleurs à des phénomènes sociaux. La théorie des jeux, bien sûr, et tout un ensemble d'approches qui se donnent pour objet des phénomènes proprement sociaux. Ce n'est pas de la physique, c'est pas de la physique statistique, c'est pas autre chose, c'est des phénomènes sociaux, des interactions sociales, mais qui proposent de les mettre en évidence à travers des cadres empiriques bien définis et de les expliquer à l'aide de modèles, certes des modèles assez simples, mais en fait de la même type de simplicité qu'on retrouve dans d'autres sciences. Comme me l'avait justement suggéré Gianluca Manzo à la Défense privée, il existe un handbook, que j'ai parcouru du coup depuis, Handbook of Sociological Science, qui fait une sorte de synthèse qui est tout à fait contemporain, il date de 2022, et qui fait une synthèse en fait de toutes ces approches-là. On a un peu de tout, on a un peu de la théorie du choix rationnel sociologique, on a un peu de théorie des jeux, un peu de sociologie analytique, et chaque chapitre est vraiment une contribution où des chercheurs essayent de montrer ce que ça a pu apporter, et il y a aussi bien sûr des discussions épistémologiques. Donc ces approches ont en tout cas le mérite d'exister, d'être développées, et a priori d'être fécondes et de ne pas relever a priori d'une épistémologie dérogatoire. Encore une fois, ces approches-là sont en elles-mêmes aussi hétérogènes les unes par rapport aux autres. Par exemple, la sociologie analytique essaie explicitement de se démarquer de la théorie du choix rationnel sociologique, même si historiquement ils sont très très liés. Ils essayent aujourd'hui de s'en démarquer et de proposer des modes d'explicatifs plus réalistes. Donc, sur des questions un peu précises, mais quand même, il y a un ensemble de principes un peu généraux auxquels toutes ces approches adhèrent plus ou moins. Déjà, un accent mis sur la clarté conceptuelle et sur l'opérationnalisation des variables. C'est-à-dire l'idée de dire, quand on veut mesurer quelque chose, que ce soit, je ne sais pas moi, la pauvreté, la délinquance, le pouvoir, des concepts proprement sociaux et sociologiques ou sociopolitiques, eh bien, il y a plusieurs façons de faire, et donc il faut exhiber une opérationnalisation bien précise de ces variables, c'est-à-dire de bien dire quelle définition on utilise pour mesurer telle ou telle chose. Et ce que l'on mesure, encore une fois, par la charge théorique des observations, ce que l'on mesure dépend aussi en grande partie des définitions que l'on s'est données. Mais c'est mieux de le dire et d'être explicite, plutôt que de rester avec des concepts que, en tout cas, ces personnes-là considèrent comme étant un peu plus flous. On a l'impression de comprendre, mais c'est pas forcément toujours très clair. Et bien sûr, un autre principe fondamental, c'est que pour ces approches-là, le but de la sociologie, c'est en particulier le même but que pour les autres sciences, c'est-à-dire possède une visée proprement explicative qui passe par ce qu'on appelle un réductionnisme méthodologique, qu'on appelle parfois l'individualisme méthodologique ou structural, justement pour mettre un peu l'accent sur le fait que les structures sociales interviennent évidemment dans les explications. Et pour vous montrer rapidement un exemple, j'ai pris un exemple de la façon avec laquelle, par exemple, la sociologie analytique ou ces approches-là pourraient vouloir voir les explications en sciences sociales. Et j'ai pris l'exemple un exemple un peu factice, dans le sens où il ne se relève pas directement d'une production particulière, mais de l'influence de l'origine sociale sur la réussite scolaire mesurée par le niveau de diplôme. Ce qu'on va commencer par mesurer, c'est par exemple mettre en exergue un lien entre deux états au niveau macroscopique, macrosocial. On va par exemple regarder les catégories socio-professionnelles et on va essayer de regarder le niveau de diplôme atteint par les enfants. Et on va se rendre compte qu'il y a une relation de causalité entre ces deux variables. Pas uniquement des corrélations, mais aussi une causalité. C'est-à-dire qu'on va mesurer des corrélations, effectivement,
Mais quand on aura, à la suite d'un contrôle de certaines variables de confusion, on se rendra compte que non, a priori, même dans nos observations, c'est bien la catégorie socio-professionnelle qui a un impact sur le niveau de diplôme obtenu. Ça va être, si vous voulez, le phénomène qu'on va mettre en exergue. La causalité entre l'origine sociale mesurée par la catégorie socio-professionnelle et la réussite scolaire mesurée par le plus haut niveau de diplôme obtenu. On pourrait opérationner ces variables différemment, bien sûr. À partir de là, on va produire une explication en 3 temps. Le premier temps, ça va être d'expliquer comment l'origine sociale va influer au niveau microscopique, au niveau individuel, sur les perceptions que les individus ont du coût, des bénéfices, de leurs chances de réussir, etc. Et s'ils restent, par exemple, dans le système scolaire ou s'ils le quittent. Ensuite, il va nous falloir dire comment est-ce que cette perception va influer sur effectivement le choix qu'ils font. Est-ce qu'ils restent dans le système scolaire ou pas? Et ensuite, le fait qu'ils restent par exemple dans le système scolaire ou pas, eh bien, il va falloir expliquer comment macroscopiquement on peut reconstruire ce que l'on observe. On a donc 4 flèches dans ce diagramme qu'on appelle le diagramme de Coleman et qui est vraiment au centre et au cœur des explications, en particulier en sociologie analytique, mais qu'on retrouve bien sûr à partir de la théorie du choix rationnel. On a d'une part un phénomène à expliquer au niveau macro et qu'on va essayer d'expliquer, donc qui prend ici la forme d'une relation causale, c'est pas forcément la seule forme que ça peut prendre, hein, et qu'on va essayer d'expliquer à l'aide d'un modèle explicatif qui sera à base de mécanismes microscopiques bien identifiés et en faisant le lien entre le micro et le macro. Ici, on va avoir des effets structurels. Comment est-ce que les structures sociales dans lesquelles les individus sont plongés vont influer sur leur perception de réussite et le coût et le bénéfice associés à telle ou telle action. On va avoir ensuite une théorie de l'action, comment est-ce que ces perceptions-là vont influer sur l'action effectivement prise. Et ensuite, quand on aura modélisé les individus qui prennent des actions, on pourra ensuite avoir un phénomène d'agrégation où on va agréger toutes les actions individuelles en un état macroscopique. Et c'est pour ces approches-là, c'est sous cette forme-là que doivent se présenter, ou qu'il est pertinent de présenter, les connaissances en sciences sociales, en particulier en sociologie. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de problème. Il y a notamment un débat sur lequel je me suis intéressé pendant ma thèse, qui est celui des... parce que là, ça a l'air de fonctionner très très bien quand on l'explique comme ça. Évidemment, il y a énormément de problèmes, et en particulier une question fondamentale sur le réalisme des hypothèses que l'on prend pour modéliser l'action au niveau microscopique. Ces approches-là sont très souvent critiquées, épistémologiquement, sur l'irréalisme ou l'incohérence des hypothèses de base au niveau microscopique. Et donc la question épistémologique assez importante, c'est de se dire, est-ce que si on fait des modèles un peu simplistes de l'action individuelle, mais qu'à la fin ça nous permet quand même de bien reproduire ce qu'on observe macroscopiquement, est-ce que ça va ou pas, quoi? En gros, c'est un petit peu ça le débat. Est-ce que c'est épistémologiquement acceptable, ou est-ce que non, si on utilise des hypothèses fausses pour expliquer, eh bien en fait ça ne peut rien expliquer puisque à la base ces hypothèses étaient fausses. Et le problème c'est que si on est toujours en fait dans une sorte de dilemme entre d'un côté l'irréalisme ou l'incohérence des hypothèses de base, et donc le problème c'est de se dire comment est-ce qu'on peut dire qu'un modèle explique s'il est fondé sur des hypothèses, c'est même pas des hypothèses qu'on ne peut pas tester, hein, c'est des hypothèses on sait elles sont fausses. Comment est-ce qu'on peut dire que ça explique quoi que ce soit? Mais dans un autre temps, si on complexifie ces hypothèses de base, et bien à la fin, on a tellement de paramètres libres et des modèles tellement compliqués qu'à la fin, nos modèles sont aussi compliqués que ce qu'on voulait expliquer à la base. Donc du coup, c'est quand même pas le but. Le but, à un moment donné, d'expliquer des phénomènes, c'est forcément de les réduire en complexité. Si on a à la fin des modèles qui sont aussi compliqués que ce qu'on voulait expliquer à la base, on a un peu raté notre... en tout cas, dans cette approche-là, dans ce type d'approche-là, on a quand même raté notre coup. Donc voilà, pour conclure sur ces contre-arguments-là, j'ai vraiment beaucoup appris, hein, en particulier puisque je ne proviens pas des sciences sociales, j'ai énormément appris pendant ma thèse. Je suis allé même 2 mois en Suède à l'Institut de sociologie analytique pour essayer d'améliorer mes connaissances, d'accroître mes connaissances en particulier en sociologie analytique en discutant avec des chercheurs qui font ça vraiment au quotidien. Et j'ai trouvé que mettre en exergue, que exhiber ces exemples et ces contre-exemples manifestes, c'était intéressant pour venir enrichir la discussion uniquement théorique.
pour ne pas avoir qu'une discussion un peu théorique sur oui, pour ou contre, mais dire en fait il y a des exemples qui existent et des personnes qui le font. Encore une fois, il reste des critiques à apporter, bien sûr, énormément de critiques qu'ils s'apportent eux-mêmes en fait, hein, parce que comme je le disais, par exemple, la sociologie analytique essaye de se démarquer de la théorie du choix rationnel sociologique. Donc c'est vraiment en interne également, ces critiques-là sont apportées, sont essayées d'être travaillées. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, a priori, eh bien, ça va plutôt dans le sens de la question initiale, c'est-à-dire de la possibilité et de la pertinence d'un modèle unitaire de la scientificité. Donc, en conclusion, alors bien sûr, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été claires ou un peu vite passées, je m'attends à vos remarques et à vos retours sur la question. On pourrait bien sûr essayer de regarder dans des travaux futurs comment est-ce que la matrice argumentative que je mobilise pendant mes travaux, pendant cette thèse, comment est-ce que cette matrice argumentative peut être enrichie des débats qui existent aussi dans d'autres disciplines et comment éventuellement elle pourrait aussi les enrichir. Je pense par exemple en biologie évolutive, il y a aussi des partisans en philosophie des sciences et en épistémologie qui soutiennent que les sciences du vivant ne peuvent pas se comprendre sous le même cadre épistémologique ou de la même façon que les sciences par exemple physiques ou que les autres, en particulier avec l'argument de l'historicité, bon, j'y reviens pas. Bien sûr, ça pourrait s'appliquer aussi aux sciences psychologiques, il y a énormément de débats depuis l'émergence de la psychologie au XIXe siècle, il y a énormément de débats proprement épistémologiques sur les fondements des connaissances que l'on peut produire en sciences psychologiques, c'est très ramifié. Et j'imaginerais dans un futur travail, ne pas me cantonner uniquement à ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire de l'épistémologie, on va dire, théorique, mais également, puisqu'il est quand même aujourd'hui communément admis que le processus de scientificité comporte une composante sociale, culturelle, voire même parfois politique, indéniable, c'est-à-dire les critères qui font qu'à un moment donné, on va accepter ou pas une théorie, les modes de succès d'une théorie réellement, concrètement, pas théoriquement, eh bien, dépendent énormément des chercheurs qui travaillent sur la question, des rapports de pouvoir au sein des communautés, de l'idéologie implicite dans la société à un moment donné, de tout un ensemble de facteurs politiques, culturels, sociaux, économiques aussi. Une discipline qui étudie la façon avec laquelle des groupes sociaux vont produire de la connaissance en interaction, c'est l'épistémologie sociale. Et donc, c'est une discipline que j'aimerais, dans laquelle j'aimerais de plus en plus vers laquelle j'aimerais aller. Donc si on voit la scientificité comme une sorte de processus d'optimisation, eh bien l'épistémologie théorique va s'attacher, comme ce que j'ai fait ici, à définir ce qui est optimisé dans le processus, et l'épistémologie sociale va plutôt s'attacher à comment est-ce que socialement on arrive à optimiser ou pas cette chose-là. Donc la dimension sociale du processus. Et encore une fois, en épistémologie sociale, il y a vraiment énormément de production. Il y a aussi des gens qui font des modèles simples, mathématiques, de la façon avec laquelle on peut produire la connaissance collectivement. Et c'est vers cette direction-là plutôt que j'aimerais me diriger. Et bien sûr, j'aimerais aussi vraiment fondamentalement questionner le lien qu'il pourrait y avoir entre toute la littérature en épistémologie sociale et la littérature en sociologie des sciences, donc des personnes qui vraiment, même au niveau empirique, vont aller voir comment concrètement se produit la connaissance dans un processus social. Je vous remercie pour votre attention.